Le 7 septembre 2024, l'équipe de France a remporté pour la première fois de son histoire la médaille d'or en cécifoot aux Jeux paralympiques, ici dans son jardin, à Paris. Cette victoire historique a marqué le grand public et offert à la discipline une visibilité inédite. Mais quel héritage pour le cécifoot après les Jeux? Pour les catégories B2 et B3, la réponse est claire. Rien n'a changé. Ces joueurs malvoyants sont restés invisibles. Les projecteurs se sont éteints. La médiatisation s'est arrêtée net. Pourtant, le cécifoot est un sport spectaculaire. Il demande une adaptation permanente, il représente un formidable vecteur d'intégration sociale, et il mérite d'être vu et reconnu. Le 26 avril dernier, nous nous sommes rendus à l'Urban Soccer d'Aubervilliers pour suivre une journée de championnat de France de cécifoot de catégorie B2-B3. Ici, pas de gradin plein, pas de caméra nationale, seulement des passionnés qui continuent à jouer dans l'ombre. Les règles, elles, sont proches du futsal. Un terrain de 40 mètres par 20, demi-temps de 20 minutes, des équipes composées de 5 joueurs. Mais il y a des spécificités. Pas de hors-jeu, ballon légèrement sonore, match en intérieur. Contrairement aux joueurs de catégorie B1, les joueurs de niveau B2, B3, eux, ne portent pas de bandeau. Ils jouent avec la vision résiduelle qui leur reste. Pour certains, il s'agit de distinguer des formes floues. Pour d'autres, seulement quelques zones d'ombre. Malgré cela, le jeu est rapide, intense, spectaculaire. Nous avons pu suivre les coulisses, filmer les matchs et recueillir les témoignages de joueurs, d'arbitres, de coachs et même d'un ancien international français. Tous partagent la même inquiétude, la discipline reste ignorée. Et sans visibilité, l'avenir du cécifoot de catégorie B2, B3 est menacé. Alors actuellement, nous sommes avec le numéro 10 donc de l'équipe de Shifty Game, Anouar Karfi. Je vous laisse vous présenter très rapidement. Du coup, je m'appelle Karfi Anwar, j'ai 26 ans et je suis joueur à Shilty Game depuis 3 ans, joueur de CC Foot en catégorie B2, B3. Je suis un joueur polyvalent, je joue un peu derrière, devant, en défense en fonction du plan de jeu et des demandes du coach en fait. Alors moi la question que je me pose, c'est celle de savoir, est-ce que vous rencontrez des difficultés sur un terrain de CC Foot? Alors, à l'intérieur, pour moi personnellement, ça va. Après, en fonction du handicap, le champ de la déficience visuelle, c'est quand même très très large. Donc, en fonction de la vision qu'on a, on peut avoir une vision périphérique, comme on peut avoir une vision centrale. On peut être plus ou moins photosensible. Donc, ce qui fait que moi, je suis très photosensible. Donc, à l'intérieur, la journée, ça va. Le soir, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a les lumières. Donc, les LED, ça peut perturber un peu la perception de la balle sur le terrain. Mais par exemple, j'ai d'autres coéquipiers, pour eux, c'est l'inverse. Du coup, le soir, c'est mieux pour eux que la journée parce qu'ils sont gênés par le soleil. Donc voilà, ça dépend de chacun. Mais moi, personnellement, à part la lumière, quand c'est trop fort, vu que je suis photosensible, généralement, ça va. J'arrive assez bien à me repérer, à repérer la balle. En plus, ici, on a la chance d'avoir un terrain où, à bicolore avec un vert clair, un vert foncé, ce qui fait que la balle ressort assez bien sur le terrain. Alors vous venez de nous dire à l'instant que vous étiez malvoyant. Alors comment décririez-vous justement et précisément votre niveau de vision quand vous êtes sur un terrain de CC Foot? Alors, moi, j'ai une vision périphérique, c'est-à-dire que ma vision centrale, s'est dégradée assez rapidement à partir de l'âge de 15 ans. Le fait d'avoir gardé la vision périphérique m'a permis visualiser les joueurs, les adversaires, la balle assez facilement. Il y a quand même des difficultés parce que quand elle est trop rapide, bah, du coup, l'œil a besoin d'un peu de temps. Il y a un décalage pour mettre à feu, pour voir où est-ce qu'est exactement la balle. Mais sinon, globalement, quand on a une vision périphérique, on va dire qu'on s'en sort mieux que des gens qui ont qu'une vision centrale. Voilà. Vous nous parlez du CC Foot. Si vous deviez expliquer ce sport à quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout, quel message aimeriez-vous lui faire passer? Pour l'instant, dans notre catégorie à nous, B2B3, c'est un sport amateur.
même s'il y a un championnat, même s'il y a une Coupe de France, c'est pas encore pro. Mais je pense que c'est intéressant pour les gens qui connaissent pas forcément. Je leur dis, dès que vous entendez qu'autour de vous, il y a une compétition ou un championnat ou une journée CC Foot, n'hésitez pas à y aller. Parce que malgré le fait que de l'extérieur, le CC Foot B2B3 peut paraître comme du futsal classique, bah, du coup, il y a quand même des particularités comme la balle sonore, comme les barrières qui font que c'est pas du foot classique, c'est quand même du foot handisport. Donc, ce qui fait que, voilà, n'hésitez pas à venir voir, tester, découvrir. Et sinon, ce que je peux dire, c'est que pour les gens qui ont même des enfants ou des connaissances qui sont déficients visuels, n'hésitez pas à les orienter vers ce sport. Je pense que, au niveau personnel, en tout cas, euh, moi, j'étais un peu exclu du monde du foot valide à un moment parce que j'avais du mal à suivre. Mais ça m'a permis de quand même pouvoir exercer ma passion et continuer et retrouver, on va dire, le foot adapté du coup à mon niveau. J'ai pu rejouer et retrouver le plaisir de jouer au foot. Donc, ce qui fait que n'hésitez pas à orienter des personnes que vous connaissez vers le CC Foot. C'est intéressant sur le plan personnel aussi. Et du coup, pour l'inclusion, pour retrouver un peu voilà, un rythme dans le sport et dans la vie de tous les jours. Je pense que le message est passé, là, on peut pas rêver mieux. Et enfin, à Noir, alors que nous sommes au lendemain des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui ont été une réussite quand même, on a beaucoup parlé du CC Foot, notamment du niveau B1 pendant les Jeux Paralympiques. Alors, est-ce que pour vous, vous qui êtes en niveau B2, B3, cette médiatisation donc, du niveau B1 a été plutôt bénéfique ou est-ce que ça vous a desservi quelque part à vous? Non, je trouve que bah, en fait, le fait que les BA en soient mis à l'honneur, bah, je pense que c'est une victoire pour le CC Foot globalement. Après, comme dit là, je pense qu'il faudrait utiliser justement cette médiatisation qui a eu pendant les JO et après les JO pour justement mettre en avant aussi les différentes facettes du CC Foot, s'appuyer sur le boom en fait, des B1 pour mettre en avant, commencer en tout cas à essayer à mettre en avant aussi les B2B3 en faisant des sensibilisations aussi spécifiques B2B3 avec des lunettes adaptées, avec des lunettes occultantes, mais du coup qu'en partie, par exemple avec des caches au milieu, des caches sur les côtés, plutôt que des masques complètement occultants. Mais je pense que ça va forcément servir aussi au B2, au B3. Après avoir échangé avec Anouar, nous avons rencontré son coéquipier Paul. Son parcours est bouleversant, une véritable leçon de vie. Originaire de Strasbourg, Paul poursuit aujourd'hui des études de kinésithérapie. Il a perdu intégralement la vue. Pendant un temps, tout semblait s'arrêter. Mais contre toute attente, il a miraculeusement réussi à retrouver une partie de sa vision. Pour lui, le cécifoot n'est pas seulement un sport, c'est un exutoire, une passion et un refuge face à la réalité de la maladie. Sur le terrain, il oublie les limites, il retrouve la liberté, il partage une énergie collective qui l'aide à tenir au quotidien. Sa détermination et son sourire rappellent que le sport peut être bien plus qu'un jeu, un soutien vital, une manière de continuer à avancer. Une fierté immense pour son coach. Nous sommes avec Simon Pfister, voilà, entraîneur du SC Shifty Game. Alors merci d'être avec nous Simon. Alors Simon, entraîner une équipe de CC Foot, ça ne doit pas être tout à fait comme entraîner une équipe classique. Concrètement, comment on s'y prend? Comment préparez-vous les joueurs? Est-ce que c'est un défi particulier au quotidien? Alors au début, oui, parce que forcément, on a un peu d'appréhension par rapport au handicap ou à la cécité. Et puis très vite, en fait, on se rend compte que c'est quasiment qu'un sport qui demande forcément des adaptations pour que les joueurs puissent jouer de la meilleure des façons. Et donc, finalement, très vite, on enlève la barrière du handicap et puis on se retrouve à jouer au foot comme on peut jouer au foot avec ses amis régulièrement. Et c'est juste voilà, mettre quelques adaptations en place. Donc, pour nous, on a le ballon qui fait du bruit pour permettre aux joueurs de mieux le repérer sur le terrain. On joue sur un terrain avec des barrières pour essayer justement de limiter les pertes de balles. Et également, ce qui va être important sur la catégorie B2, B3 aujourd'hui, donc c'est des joueurs qui sont malvoyants et pas non-voyants. On va avoir une balle qui doit être vraiment, qui doit ressortir sur la pelouse sur laquelle on joue. Donc ça, c'est important aussi avant le début de chaque match
de pouvoir voilà, communiquer avec les joueurs pour savoir quelle couleur ressort mieux par rapport au terrain. Et pareil, par rapport aussi également aux tenues des joueurs sur le terrain, au maillot, que ce soit une couleur que chaque joueur puisse bien percevoir. Et voilà, donc c'est juste des petites adaptations comme ça à mettre au quotidien qui très vite finalement deviennent des habitudes. Alors, vous parliez de préparation justement à l'entraînement il y a quelques secondes. Est-ce que vous insistez beaucoup sur la communication et la perception sonore qui sont essentielles en match? Parce que bon, ce n'est pas des joueurs non-voyants, ils sont malvoyants, mais est-ce que justement vous insistez sur ces pratiques-là? En effet, ouais, la communication très importante, encore peut-être plus importante que dans le foot valide, où on va justement avoir certains joueurs voilà, ont des visions différentes aussi. Donc c'est important voilà, de se déplacer, de communiquer avec ses coéquipiers, de parler des déplacements des adversaires. Le rôle du gardien aussi très important, qui a aussi un métronome en défense pour rappeler ses joueurs, les replacer s'il faut. Et donc en effet, la communication est une règle d'or chez nous, hein. Au-delà de la compétition, cette journée de championnat est aussi une histoire d'ambiance et de convivialité. Les arbitres, eux, ne sont pas en reste. Entre deux mi-temps, l'un d'eux a même décidé d'assurer le spectacle à sa manière. Une petite danse improvisée au milieu du terrain. Un moment drôle, décalé, mais qui rappelle aussi l'esprit qui anime le cécifoot. De la rigueur, mais surtout du plaisir partagé. Alors bonjour monsieur l'arbitre. Bonjour. Alors bon, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, nous dire votre rôle aujourd'hui et votre expérience dans l'arbitrage du Cécifoot? OK. Donc Nicolas Blot, moi je suis nantais et je suis arrivé en fait dans la discipline en décembre 98 et j'ai été jusqu'à arbitre international. Alors justement, monsieur Blot, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir arbitre de Cécifoot? Qu'est-ce qui vous plaît véritablement dans ce sport? Alors déjà c'est le hasard parce qu'en fait en décembre 98, le premier championnat de France a eu lieu à Nantes, chez moi. Et en fait c'est la fédération en fait qui m'a convoqué et c'est là que j'ai découvert le CC Foot et j'y suis resté depuis 98. Voilà. Et ce qui me plaît en fait, bah, c'est cette notion. Bah, déjà moi je suis arbitre de football donc déjà j'aime le football et du coup le fait que ça soit du football adapté, voilà, ça m'a intéressé. Du coup je suis resté dans la discipline. C'est génial. Et en dehors de votre fonction d'arbitre, est-ce que vous êtes aussi impliqué d'une autre manière dans le Cécifoot ou dans le monde du sport adapté? Ouais, alors du coup, oui, je suis rentré à la fédération en même temps en décembre 98 et du coup, je fais partie de la commission nationale, du Cécifoot et depuis une quinzaine d'années, je suis responsable des compétitions nationales et auparavant, j'étais responsable de l'arbitrage national. Comment ça se passe l'arbitrage d'un match de Cécifoot de catégorie B2, B3? Est-ce que c'est différent d'un match classique puisque vous nous aviez dit que vous étiez ancien arbitre international? Alors oui, ça a naturellement en fait des spécificités. Donc on a adapté les surfaces aujourd'hui. Normalement au niveau international, ça se joue en gymnase, comme le futsal traditionnel. Et en fait, on a adapté un peu les règles. On a récupéré des règles de futsal. Aujourd'hui, on joue avec des barrières du coup. Donc on joue en intérieur, en urban soccer, nous. C'est la spécificité française. Et puis on a adapté le ballon, parce que le ballon de futsal n'a pas de gros lot en fait à l'intérieur. Et nous, en fait, on a fait une adaptation de manière à ce que ça puisse correspondre au plus grand nombre de joueurs. Alors malgré toutes ces difficultés possibles hein, que peut englober le Cécifoot, qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans le fait d'arbitrer dans ce sport? Qu'est-ce que ça vous apporte en fait personnellement? Alors déjà, moi, beaucoup de joie. Et puis, on a tendance souvent à se plaindre. Alors déjà, c'est un peu français, mais d'une manière générale, on va avoir un petit rhume, on va avoir des choses toutes bêtes de la vie et on se plaint. Et aujourd'hui, de voir que eux, déjà au quotidien, ils ont un quotidien qui est pas simple et qu'ils arrivent à jouer au football, bah voilà, ça, moi, j'ai beaucoup de respect en fait pour eux. Et du coup, c'est ce qui me fait que je m'épanouis en fait dans le CC Foot aujourd'hui. Voilà. Ensuite, prenons la direction du club de Boulogne-Billancourt. Parmi les joueurs, François, malvoyant, nous a confié son parcours et son attachement profond à cette discipline. À ses côtés, un autre joueur, ancien international français, nous a expliqué ce que représente pour lui le Cécifoot aujourd'hui, entre transmission, passion et engagement. Alors donc aujourd'hui nous sommes avec François Musu. Voilà, François Musu, joueur de Cécifoot à l'AC Boulogne-Billancourt. Je vous laisse vous présenter pour commencer, pour entamer cette interview. D'accord. Alors bonjour, donc moi c'est François Musu, donc je viens de Courrières dans le Pas-de-Calais, pardon, où il n'y a pas de club de Cécifoot catégorie B2, B3, donc sans Bordeaux. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps avant de me lancer dans, on va dire, cette aventure. En fait, dans la région
ouais, même Nord-Pas-de-Calais, en fait. Il y a qu'un club de CC Foot, c'est un club à Lens, mais c'est une catégorie B1, donc avec bandeau. Une chose qui m'intéressait pas spécialement parce que j'ai un peu de mal avec le bandeau, le mettre sur les yeux. J'ai déjà un handicap, c'est pas pour m'en rajouter encore plus. Voilà. Bah, le football, oui, je pratique depuis que j'ai, on va dire, 11, 12, 13 ans, j'ai commencé. Donc, bizarrement, quasiment toujours en étant malvoyant. Sauf que au fil des années, ma vue, elle a progressivement baissé. Et donc, ben, il y a des choses que j'étais capable de faire, même avec des valides avant, qu'aujourd'hui, ça devient un peu compliqué. Alors, en parlant justement du terrain, quelle est selon vous la plus grande difficulté pendant un match? Par exemple, vous jouez avec un ballon équipé de gros lots pour vous repérer. Est-ce que, même si effectivement vous avez encore un petit peu de vision, ce repère sonore vous aide-t-il vraiment pendant le jeu? Et de plus, comment faites-vous pour distinguer les voix de vos coéquipiers et celles de vos adversaires pendant un match de CC Foot? Ça, c'est vachement compliqué et c'est pour ça que, tu vois, j'en reviens avec l'histoire du bandeau. Quand tu as un bandeau sur les yeux, faut vraiment avoir l'ouïe très fine ou savoir, distinguer les voix de tes coéquipiers quand tu as un bandeau sur les yeux. Là, c'est pas le cas. Donc là, c'est plus par rapport au mouvement, tu vois? C'est comme quand je joue avec les valides. Les mecs, des fois, ils vont partir dans tel ou tel sens par rapport à où il se situe sur le terrain. S'il vient pas sur moi, s'il part de l'autre côté, mais direction du but adverse, il y a plus de chances qu'ils tiennent avec moi, tu vois? C'est des trucs comme ça. Moi, c'est ce qui me permet de jouer un petit peu, même avec les valides. Mais c'est toujours plus compliqué. Après, l'histoire du ballon, bah, ça change de quand je joue avec les valides où le ballon n'est pas sonorisé du tout. Donc, c'est déjà une petite aide, même si c'est vrai que on peut signaler ça, c'est que étant donné qu'on est dans un five, il y a plusieurs terrains, tu as d'autres matchs qui se jouent en même temps, donc des fois il y a du bruit dans la salle, donc ça peut couvrir un peu le bruit que fait le ballon. Tu vois, ça c'est un petit peu handicapant pour. Enfin, après, c'est pour tout le monde pareil de toute façon. Alors je suis avec Jean Gury, voilà, joueur donc à l'AC Boulogne-Billancourt. Je vous laisse vous présenter, Jean. Ah d'accord, Ah, d'accord. je prends le micro. Moi, ça fait une quinzaine d'années que j'évolue en CC Foot. Parallèlement, avec ma vue, j'arrive encore un petit peu à évoluer en foot à 11 en district, ce qui permet de rester en forme. Et voilà, on est content de pouvoir venir en urban sur Paris faire une phase de championnat. Voilà. Donc déjà, merci pour l'organisation. Comment vous avez découvert le CC Foot? C'est quand même important. Alors moi, pour ma part, donc je suis déficient visuel de naissance, maladie congénitale. J'ai toujours évolué en foot à 11 avec les copains, club de village, etc. En étant limité sur les ballons aériens, ce genre de choses. Étant donné ma grande taille, on avait tendance à me mettre avant-centre, voilà, à me balancer des bananes devant, débrouille-toi, ce qui m'a toujours mis en très grande difficulté. Et en fait, c'est en faisant mes études, j'ai fait des études de kiné donc à Paris. Faut savoir que le métier de kinésithérapeute est très adapté à la déficience visuelle. On a 4 écoles en France qui sont réservées pour les mal et non-voyants, dont 2 à Paris. Donc moi, j'ai intégré l'école de l'AVH dans le 7e, près des Invalides. Et c'est suite à ça, voilà. Il y avait une équipe, l'équipe de l'AVH, c'était l'équipe de l'école de kiné. Et donc du coup, très vite, les années supérieures sont venus voir les petits nouveaux en première année et dire ah, les gars, s'il y a des footeux, venez voir. Et on a tout de suite accroché. Voilà, ça a été une très bonne dynamique. Et donc depuis 2009, pour ma part, je suis dans le circuit, quoi. Alors nous, on a eu des échos, voilà, il y a des bruits de couloir qui circulent comme quoi vous auriez joué en équipe de France. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce parcours quand même extraordinaire? Alors, ouais, il y a un projet international, effectivement. Donc, moi, j'ai intégré l'équipe de France en 2011, donc ça fait quelques années déjà. Avec effectivement une évolution là en futsal qui est pas tout à fait la même que notre évolution en championnat de France. Et donc, l'objectif qu'on a maintenant, c'est d'essayer d'apporter ça au niveau international, de faire prendre conscience aux autres équipes qu'il faut qu'on évolue sur des structures plus adaptées pour avoir une image et une cohérence vis-à-vis de la discipline. Parce qu'à l'heure actuelle, les fédérations handisport des différents pays soutiennent très peu ce genre de discipline. Alors là, elles soutiennent les non-voyants qui évoluent en B1. On a vu voilà, la belle prestation de l'équipe de France avec cette médaille d'or aux Jeux de Paris 2024. Alors, on a beaucoup parlé de la catégorie B1 pendant les Jeux paralympiques voilà, de Paris 2024. Est-ce que pour vous, qui êtes en B2, B3, je le répète, cette médiatisation a été plutôt bénéfique ou est-ce que ça vous a desservi quelque part?
Alors, je dirais que le problème, c'est que le grand frère B1 n'a pas spécialement parlé nous et communiqué sur notre discipline. Ça a été un petit peu le regret de rester dans l'ombre. On aurait aimé, on avait soumis l'idée d'organiser un match d'exhibition à l'ouverture des Jeux ou pendant le tournoi B1 pour se mettre un petit peu en lumière. Ça n'a pas été validé par voilà, déjà le nombre d'organisations de disciplines et de compétitions qu'il y avait à ce moment-là. Donc ça, c'est un peu le regret qu'on a. Maintenant, on essaye de surfer sur l'après Paris 2024. Il y a beaucoup de terrains justement qui ont été construits pour préparer les Jeux, des terrains fixes de B1 avec des barrières. Et l'idée, c'est justement de pouvoir aller sur ces terrains-là pour pouvoir faire notre championnat à ce niveau-là dès l'an prochain pour justement un souci de cohérence et d'image. Et puis, il y a les champions. Le Havre, véritable référence du cécifoot en France, a encore une fois dominé le championnat avec assurance et bonne humeur. Dans les vestiaires, les rires et les chansons fusent pendant la mi-temps. Des extraits qui témoignent de ce que le cécifoot apporte vraiment. Les bulles, les actions, vous avez vraiment fait, les gars, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est ouvert. Ah mais sur moi, il est mieux sur moi. Ah non, moi j'ai un pectoré. Qui c'est ça? Au-delà des résultats, un lien social fort, une camaraderie sincère, une famille sportive. Dès lors, ce premier épisode de Paracoup d'envoi nous a plongé au cœur d'une journée de championnat national. Nous y avons découvert des joueurs passionnés, des entraîneurs engagés, des arbitres enthousiastes et des équipes soudées. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans notre prochain numéro, nous irons à Paris, au cœur de l'Institut national des jeunes aveugles, pour découvrir une nouvelle facette du cécifoot de catégorie B2, B3. Avec des interviews exclusives, des témoignages intimes et une expérience inédite, nous testerons nous-mêmes des lunettes qui simulent la vision des joueurs malvoyants. Une manière de comprendre, de ressentir et de partager encore plus leur quotidien. Le meilleur reste à venir.